Merci. Bonjour. 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 Bienvenue pour ce déjeuner gourmand. Donc, je ne sais pas si vous avez encore déjeuné, vous êtes en train de déjeuner ou vous allez déjeuner. En tout cas, on est tous très heureux de vous accueillir, notamment avec Lise, pour cette pause déjeuner qu'on a voulu engager et qui va présenter une très très belle initiative, notamment avec l'association Codico, qui est une association qui est assez récente, puisqu'elle est née en 2016, que nous, on a la joie d'accompagner depuis le début avec Coeo pour toutes les problématiques de mécénat de compétences, tous les enjeux de mécénat de compétences. Et on va aborder un partenariat local sur Strasbourg, très riche, et qu'on va présenter vraiment avec des retours d'expérience concrets de collaborateurs engagés et le témoignage croisé donc, de Codico et de la Société Générale. Avant de démarrer, juste une petite note, une petite parenthèse technique, si j'ose dire. Si vous pouvez mettre dans le chat de Zoom comment vous avez eu accès et connaissance par rapport au webinaire d'aujourd'hui, ça nous aiderait grandement. Voilà, juste nous indiquer comment vous avez connu et appréhendé le webinaire d'aujourd'hui. On va donc commencer. Je vais faire un petit tour de table, présenter un petit peu nos participantes. Je vais repasser peut-être la parole à Lise de Codico, qui va se présenter, et puis peut-être introduire Mathilde, Maya et Anne, qu'on va donc faire participer durant ce déjeuner destiné à présenter les partenariats, donc Codico et Société Générale sur Strasbourg. Je te laisse la parole, Lise, quelques minutes. Bienvenue à tous, merci d'être là. Donc, moi, je m'appelle Lise Wittersheim et je coordonne à Strasbourg le programme Codico. Donc, on en dira, on va prendre le temps de vous le présenter, mais donc un programme d'accompagnement de personnes réfugiées vers l'emploi en partenariat avec des entreprises du territoire strasbourgeois. Et ce matin, ce midi, on a proposé à une de ces entreprises partenaires, qui est la Société Générale, donc, qui a plusieurs sites autour, sur le territoire de l'Eurométropole, de venir témoigner de son engagement sur ce programme-là. Et donc, il y a 3 protagonistes. Et merci beaucoup à vous de pouvoir être présents ce matin. Et je vous laisse du coup vous présenter. Peut-être Maya pour démarrer. Allez, bonjour Lise, et puis merci de nous associer à tout ça. Nous, on est très heureux de pouvoir témoigner aussi de notre engagement. Donc moi, je suis Maya Schilein, je suis à la Société Générale. Nous sommes une banque nationale, mais avec des antennes régionales. Donc je suis basée à Strasbourg et je m'occupe de la communication dans le Grand Est et la Bourgogne et la Franche-Comté. Et j'ai un petit rôle sur l'engagement solidaire et le mécénat de compétences. Et c'est pour ça qu'on est en partenariat avec Codico aujourd'hui. Et je laisse la parole à Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde. Alors moi, je travaille au niveau à Paris, au siège de la Société Générale, à la Fondation Société Générale, la fondation du groupe dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, je m'occupe du mécénat du groupe et notamment aussi du mécénat de compétences. Et donc, on travaille en lien avec nos interlocuteurs locaux comme Maya. Bonjour, et moi je suis Anne Query, je suis salariée aussi de la Société Générale dans l'équipe risque sur Strasbourg et j'ai participé à la première promo Codico Strasbourg il y a à peu près 1 an. Merci beaucoup Anne, merci pour ces présentations. Donc pour refaire un petit peu le pitch entre guillemets et le pourquoi du comment, nous on a accompagné effectivement au démarrage Codico en mécénat de compétences. Moi j'anime à titre personnel une structure de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle Coeo et qui est un opérateur, un accompagnateur, si j'ose dire, des organisations au déploiement du mécénat de compétences depuis maintenant 2008, donc depuis un petit bout de temps. Donc on a un petit peu démarré dans le désert et là on voit une émergence de ce mécénat de compétences qui commence vraiment à s'installer dans les organisations et c'est vraiment bon signe.
Et on est particulièrement heureux de pouvoir présenter ce binôme aujourd'hui entre la Société Générale et Codico, surtout que Codico, comme je le disais au début, est né en 2016, donc est une structure assez récente et fait partie un petit peu de ces structures qui sont des nouveau-nés, mais qui sont des nouveau-nés qui grandissent très vite et qui ont une approche très pragmatique des choses, c'est-à-dire qui mettent vraiment l'intérêt général sur la table, avec derrière des moyens très opérationnels et très concrets, donc avec une démarche vraiment très réaliste. Et donc on est content de voir que territoire après territoire, Codico commence à construire son réseau au niveau local. Pour juste faire un petit focus sur le mécénat de compétences, que vous connaissez certainement, donc petit rappel, hein, c'est le don de compétences professionnelles ou personnelles d'ailleurs de collaborateurs pendant le temps de travail, avec l'accord de l'employeur, bien évidemment, auprès de structures locales d'intérêt général. Donc c'est essentiellement des associations, mais ce qui se sait un petit peu moins, c'est que ça peut également être à destination de collectivités locales, de fondations bien évidemment, également d'écoles, d'universités. Donc le spectre est très très large. Et en fait, c'est un dispositif qui vraiment est en train de s'installer durablement dans les organisations pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une façon de concrétiser un petit peu la RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire que le collaborateur n'est plus simplement exécutant, mais devient vraiment porteur et proactif dans la RSE de l'entreprise. Et puis, ça répond aussi à beaucoup d'enjeux RH internes, c'est-à-dire accompagner des moments de la carrière du collaborateur, lui permettre de s'engager à titre bénévole, peut-être aussi en parallèle, en ayant découvert via du mécénat de compétences un projet associatif. Il y a beaucoup de facettes comme ça qui sont excessivement riches et qui font que ce mécénat de compétences, véritablement, répond à pas mal d'enjeux, à pas mal de facettes que rencontrent aujourd'hui les organisations, que ce soit pour attirer des talents, pour les garder, pour surtout les accompagner, je dirais, à différents moments de leur carrière. Et encore une fois, de façon très concrète et très opérationnelle, puisqu'on est vraiment sur un dispositif qui va au-devant des besoins sociétaux des territoires. Donc on est vraiment sur de la proximité, sur du local. C'est ce qui fait toute la richesse du mécénat de compétences. Et aujourd'hui, donner la parole à ce binôme, à ce partenariat Société Générale et Codico, c'est justement illustrer un petit peu ce côté territorial, ce côté local, et cette rencontre humaine qui s'opère entre un collaborateur et une association ou des bénéficiaires d'une association. Je vais donc redonner la main, si j'ose dire, le témoin à Lise, pour lui poser quelques questions sur Codico. Pourquoi le programme Codico est né? Quelle est un petit peu la jeunesse de Codico et quel était l'objectif initial de Codico quand la structure a été créée, puisque c'est une thématique assez particulière et très pointue finalement que porte Codico. Merci Jean-Michel pour cette introduction. Donc le programme Codico, tu l'as dit, est assez récent. Il est né en 2016 au lendemain de la crise syrienne. Et ça, en fait, il se base sur un constat porté par l'OCDE, un chiffre qui date de 2016, qui est de se rendre compte qu'une personne réfugiée met au moins 5 ans à trouver une stabilité professionnelle en France, 5 ans après l'obtention de son statut. Et que c'est un processus long qui n'est pas uniquement lié à l'acquisition d'un niveau de français suffisant. Et donc, le binôme de cofondatrices qui a porté l'association et sa création s'est posé la question pourquoi est-ce que c'était si long pour une personne réfugiée de stabiliser professionnellement. On sait bien que l'intégration professionnelle, c'est un facteur d'intégration tout court sur un territoire et dans une société. Et comment est-ce qu'on pouvait permettre d'accélérer ce processus d'intégration professionnelle. Et une des réponses qui a été apportée, c'est que les personnes réfugiées sont des personnes qui arrivent riches de compétences, souvent formées également, avec une expérience professionnelle, mais qui rencontrent des freins pour trouver un emploi. Et ces freins sont notamment le fait de ne pas savoir comment réussir à chercher un emploi, quelles sont les techniques de recherche d'emploi qui sont très spécifiques à notre
à notre culture. Et puis un autre frein qui est le fait de ne pas avoir de réseau. Voilà, d'avoir laissé derrière soi son réseau et professionnel et personnel et d'arriver sur un territoire sur lequel on n'a aucune connexion. Et un troisième frein, ben, c'est aussi sans doute un manque de connaissances de la part des entreprises de ce public-là, de sa richesse, de sa compétence et voilà, qui constitue aussi un frein à cette insertion professionnelle. Alors, c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai que ce sont des publics qui ne sont pas visibles, en fait, hein. Ce sont des publics qui ne sont pas forcément dans le radar des entreprises parce qu'ils ne sont pas portés ou ils ne sont pas mis en avant par des structures classiques, hein, des structures officielles, comme peuvent être Pôle emploi ou des filières, entre guillemets, un petit peu normées. Et c'est vrai que toute la force un petit peu d'une structure comme Codico, bah, c'est déjà peut-être de casser des préjugés, parce que c'est vrai qu'ils existent, hein, les préjugés par rapport à la notion de réfugié, à l'image caricaturale qu'on peut s'en faire à titre personnel, pour plein de raisons. Et puis aussi de montrer de façon, encore une fois, que quand on ouvre les portes, finalement, la relation se met en place et puis on découvre qu'un réfugié, ça peut être quelqu'un qui a été dentiste pendant 20 ans, quelqu'un qui a été ingénieur en informatique pendant 15 ans, qui peut être d'ailleurs plus compétent que soi-même. Donc, ça remet un petit peu en perspective pas mal de choses. Et justement, par rapport à ça, comment est structuré le programme pour arriver justement à mettre tout ça en avant et avoir la démonstration par la preuve, si j'ose dire, hein, de la valeur et du futur de ces réfugiés? Alors, nous, très concrètement, ce qu'on leur propose, c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois. Avec deux types d'accompagnement. D'une part, de façon assez classique, on leur propose une série d'ateliers collectifs qui vont être sur les outils de la recherche d'emploi, voilà, faire un CV selon les normes attendues, avoir un profil LinkedIn, savoir pitcher son projet professionnel. Voilà, on a une série comme ça d'ateliers collectifs. Et puis, à côté de ça, on propose de les mettre en binôme avec une personne, un accompagnateur qui est aussi salarié d'une entreprise partenaire. Voilà, d'où la présence de la Société Générale ce matin. On, on part on part du principe que c'est cet accompagnement-là, donc un accompagnement qui n'est pas fait par un professionnel de l'accompagnement, puisque ces accompagnateurs salariés sont des personnes avec des métiers très divers. Anne, tu pourras nous dire quel est le tien, mais voilà, avec une grande diversité de métiers, pas des professionnels de l'accompagnement, mais des salariés qui ont une expérience réelle de la vie active en France, qui ont tous vécu la recherche d'emploi de leur côté, donc qui détiennent en fait les codes de la recherche d'emploi, qui travaillent et qui détiennent donc aussi les codes de l'entreprise. Et qui ont également un réseau parce qu'ils vivent à Strasbourg et qui travaillent à Strasbourg. Alors, on en revient à la localité, à l'importance de connaître son écosystème, de connaître la réalité économique et d'avoir en fait un petit networking, si j'ose dire, personnel ou indirect, qui peut aider grandement à pousser quelqu'un en insertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment important, cet aspect aussi. Je connais mon territoire et ce n'est pas quelque chose qu'on pilote comme ça à distance. Tout à fait. Et c'est pour ça que Codico est assez récent hein, sur le territoire à Strasbourg. Ça fait une petite année qu'on est installé. Et pour nous, en tout cas des ingrédients nécessaires à notre ancrage ici passe par le fait de nouer des liens avec des entreprises de ce territoire-là. Complètement. Alors justement, avant d'aborder la partie un petit peu entreprise avec la Société Générale et avec nos intervenantes, est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu d'un bilan et d'un résultat, enfin de premiers résultats depuis que Codico existe en termes justement de bénéficiaires accompagnés au niveau national? Comment ça se présente un petit peu si on fait un petit bilan ponctuel? Oui, au niveau national, donc on a un recul, on le partageait de 4 ans. Il y a plus de 500 binômes qui ont été
introduit dans le programme depuis le démarrage. Et donc, en termes d'impact, nos chiffres au niveau national, c'est qu'au bout de 6 mois d'accompagnement, 1 personne sur 2 a trouvé une opportunité professionnelle. Alors, par opportunité professionnelle, on entend assez largement un contrat, alors que ce soit un contrat, quelle que soit sa nature, CDD, CDI ou un contrat d'intérim, ou une formation qualifiante. Voilà, une formation diplôme. Donc ça, c'est 50% au bout de 6 mois d'accompagnement. Et on a aussi, on revient vers tous les participants au bout de 12 mois après le début du programme. Et là, c'est 70% des participants qui ont trouvé une porte, voilà, une opportunité professionnelle. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, vu, enfin, déjà sur je dirais un collaborateur ou une personne physique qui ne serait pas réfugiée, ce serait déjà des chiffres assez conséquents. Mais là, par rapport au contexte, c'est carrément énorme. Puisque n'oublions pas qu'il y a quand même la barrière aussi de la langue. Il y a pas mal de choses qui font que le bénéficiaire doit progresser sur pas mal de niveaux et pas mal de registres. Donc, les chiffres sont assez impressionnants. Bravo. Oui, merci. Non, mais vraiment. Alors justement, on parlait de l'entreprise. C'est le moment de parler un petit peu des motivations, notamment de la Société Générale. Pourquoi ce programme particulièrement intéresse et a intéressé la Société Générale? Qu'est-ce qui a généré un petit peu l'origine de ce partenariat et pourquoi ça a été mis en place? Donc, on va peut-être commencer avec Mathilde au niveau de la Fondation Société Générale par rapport notamment à la politique RSE du groupe, en quoi ça s'intègre dans cette politique et pourquoi. Et donc, je laisse la parole à Mathilde. Alors, bon, merci beaucoup Jean-Michel. Le groupe Société Générale est engagé sur plusieurs sujets au niveau de l'entreprise, sur des sujets culturels mais qui ne nous regardent pas. Nous, au niveau de la fondation, donc les sujets culturels sur la musique notamment et l'art contemporain, mais sa fondation d'entreprise, donc la fondation Société Générale, est vraiment orientée sur la solidarité. Et la fondation, donc, qui existe depuis 2006, s'est fixé 2 axes d'intervention. Qui font écho un peu à la raison d'être de l'entreprise, qui sont l'intégration professionnelle et l'insertion par l'éducation. Donc, effectivement, l'idée, c'est de s'engager pour une meilleure intégration des publics, quel que soit ce public, du jeune public au public un peu plus âgé qui rencontre des difficultés. La Fondation se mobilise avec un budget assez conséquent. Elle distribue 4,5 millions d'euros par an. Et notre idée avec la Fondation, c'est effectivement d'accompagner très concrètement les partenaires avec un soutien financier, évidemment. Et c'est dans ce cadre que Codico nous a sollicité en 2018 pour qu'on vienne du coup soutenir le projet associatif et l'aider à se déployer. À l'époque, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils ont fait du beau chemin et du coup, ce soutien financier, c'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi une vraie collaboration puisqu'on les a aidés et accompagnés dans les différentes étapes de déploiement. Et à ce soutien financier, on a ajouté aussi un volet mécénat de compétences puisque au niveau de la fondation. Et donc, c'était tout à fait possible avec Codico, puisque c'est une des raisons d'être du projet, effectivement, la création de ces binômes. Et donc, on a installé des binômes grâce à la participation de collaborateurs Société Générale qu'on a mobilisés et qu'on a mis en contact avec Codico et qui du coup ont joué le jeu de créer des binômes et d'accompagner de manière individuelle des personnes réfugiées. Et je dois dire qu'on était extrêmement heureux de ce mécénat de compétences qui a été qui a été une vraie réussite dans le groupe puisqu'effectivement les collaborateurs ont aussi été extrêmement bien accompagnés par l'association qui les prend en main et qui fait un vrai travail de eux-mêmes accompagnent la personne réfugiée, mais sont accompagnés dans la manière d'accompagner cette personne. Et ça, du coup, on a beaucoup apprécié. Et donc, on l'a fait au niveau à Paris et du coup, au niveau aussi local. On a essayé de travailler donc main dans la main avec nous. Au niveau de la Fondation, on a des relais de la Fondation qui nous permettent d'articuler notre travail et nos partenariats au niveau local. Donc, c'est ce qui s'est passé à Strasbourg avec Maya,
qui peut donc nous expliquer comment s'est déployé le projet localement. Oui, merci Mathilde. Mon micro ne voulait pas s'ouvrir. Alors effectivement, donc nous, on avait connaissance d'un partenariat national et puis on a été contacté par Codico fin 2019 parce que justement, une antenne avait besoin de bénévoles et de collaborateurs. Alors en plus, moi, j'avais pris mon poste à l'époque, je ne savais pas trop tout ce que ça voulait dire. Maintenant, on a effectivement une politique où on permet en fait à chaque collaborateur d'utiliser 3 jours de son temps de travail par an pour offrir, pour faire des actions solidaires et pour, entre autres, faire du mécénat de compétences. Donc, moi, mon rôle était un peu de faire savoir ça à nos collaborateurs. Donc, j'ai vu beaucoup d'étoiles scintiller dans les yeux quand on apprend à des collaborateurs que leur entreprise leur permet d'utiliser 3 jours de travail pour faire autre chose et pouvoir donner de soi, donner à d'autres, partager. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Et puis ensuite, c'est vrai que je rejoins ce que dit Mathilde, Codico est très présent en fait pour nous aider. Donc nous, par exemple, à l'époque, il fallait donc trouver des collaborateurs intéressés par ces parrainages, par la création de ces binômes. Et tout de suite, l'intervenant Codico vient avec nous, présente avec nous le projet. Alors, moi, je pense que échanger directement avec quelqu'un comme Lise, c'est là qu'on comprend en fait que c'est un partenariat qui aide les gens, qui est complètement concret, qui permet à des collaborateurs de se rendre utile, de sortir de leur zone de confort, d'apporter quelque chose, d'avoir un peu de sens à cette mission en plus. Et puis finalement, en fait, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que les gens étaient surpris positivement, se sont dit ah bah oui, je peux aider, ah bon, et puis je peux le faire sur mes heures de travail, oui, puis je suis aidée en plus, je le fais pas toute seule, ah bah oui, bon ben voilà. Et donc on a été super fiers, on a réussi à trouver 9 personnes qui ont voulu accompagner, dont Anne, que nous avions convaincue ce jour-là. Et puis voilà, c'est lancé. Donc nous, c'est une manière d'offrir du temps à un collaborateur parce que parfois on se dit que on n'a pas le temps d'accompagner, on n'a pas le temps de se lancer dans des missions comme ça. Aujourd'hui, la Société Générale a cette volonté d'offrir du temps de travail sur lequel on peut faire ces missions-là et on peut offrir. Donc voilà. Alors je vous le détaillerai peut-être un peu plus tard dans notre intervention. Mais en tout cas, voilà. Donc à Strasbourg, on a eu la volonté d'aider nous aussi, de trouver des collaborateurs pour qui ça a du sens de faire cette mission-là. Complètement. On rejoint ce qu'on disait au tout début, hein. On est vraiment sur cette dimension de proximité, pas que géographique, hein, mais proximité humaine, hein, par définition, parce que c'est toute la beauté du mécénat de compétences. D'abord, on est sur un acte volontaire, donc les gens qui s'engagent ont un moteur, je dirais, un petit moteur interne qui leur donne envie de s'engager. Et puis, ce qu'on dit nous assez souvent aussi chez Coeo, c'est que y a pas de meilleur moyen de communiquer ce genre d'engagement que la machine à café, même si en ce moment la machine à café elle est un peu plus virtuelle, mais voilà, c'est une façon aussi de laisser faire les choses et naturellement les collaborateurs entre eux, compte tenu de l'enthousiasme et de la fameuse petite étoile dans les yeux qui va briller, ils vont entraîner beaucoup de collaborateurs derrière. Donc ça, faut laisser faire les choses aussi naturellement et c'est aussi la beauté du dispositif. Donc on est vraiment sur pour employer un mot horrible, mais du win-win-win, enfin là, sur du gagnant-gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, pour le collaborateur qui s'engage, qui en retire beaucoup en termes de gratification, et pour bien évidemment les bénéficiaires qui sont accompagnés. C'est le moment justement voilà, par rapport aux collaborateurs, de laisser peut-être la parole à Anne, qui s'est engagée récemment sur cette action et qu'elle nous explique un petit peu et qui nous explique, non pas, mais qui nous exprime, parce qu'on est vraiment dans l'expression du ressenti, c'est important, ce qu'elle en retire, en quoi ça consiste d'ailleurs concrètement et donner un petit peu un retour et un testimonial sur cet engagement avec Codico. Alors, comme l'a expliqué Maya tout à l'heure, on a eu une réunion de présentation il y a à peu près 1 an qui nous présentait à la fois ce que nous apporte la Société Générale en termes de temps pour le mécénat de compétences, chose que j'ignorais complètement, je l'ai vraiment découvert dans cette réunion, et également les associations qu'on soutient au niveau de la Société Générale. Codico était présent, je n'avais jamais entendu parler de Codico avant. Ils nous ont parlé de leur projet, parlé
réfugiés qu'ils accompagnent, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est vrai que quand on est dans notre petite zone de confort, ça, on n'en a pas forcément conscience. On se dit que quelqu'un qui a un niveau de diplôme important, ou pas d'ailleurs, et qui avait un métier dans son pays, il arrive en France, si son diplôme est reconnu, il va chercher un emploi, et il va trouver un emploi avec les mêmes chances qu'un autre candidat, et en fait, c'est pas le cas. Les chances ne sont pas les mêmes. Le réfugié a des codes qui sont propres à son pays, des méthodes de recherche qui sont propres à son pays et qui ne correspondent pas à ce qu'on a en France. Donc, du coup, on apporte aussi ce regard à notre binôme, parce que c'est vraiment un échange entre le réfugié et le salarié. Et on apporte ce regard au binôme, ce regard ce regard lié à nos codes. Et c'est un échange parce que du coup, on découvre aussi les codes du réfugié qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, auxquels on ne s'attend pas. Il y a des choses qui sont toutes qui sont assez évidentes sur le tutoiement, le vouvoiement, et qui ne sont pas forcément évidentes pour la personne qu'on accompagne. Voilà. Donc cette réunion, moi j'étais un petit peu au départ sur la réserve. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux réfugiés. Et en fait, j'ai très vite compris que j'étais pas toute seule, qu'il y avait Codico qui était derrière nous. On a eu une réunion de formation. Alors à l'époque, on n'avait pas encore, on pouvait encore faire du présentiel, donc c'était vraiment une réunion d'échange où on était présents à la fois les réfugiés et les salariés sur des ateliers différents et parfois sur des ateliers communs. Donc ça nous a permis de faire connaissance entre nous. On a aussi des connecteurs qui sont là pour accompagner les binômes, parfois nous aiguiller. Il se trouve que nous, notre connecteur le connecteur de mon binôme était une assistante sociale, donc elle avait des clés et elle nous a permis parfois d'avancer là où on pouvait bloquer. Bon, après, c'était lié à son profil personnel. Voilà. En termes concrètement, après cette formation, j'ai rencontré mon binôme qui est venu sur le lieu de mon entreprise. Alors aujourd'hui, maintenant, ça se fait plus en visio, en Zoom ou en Skype. Mais là, en novembre l'année dernière ou en décembre, je ne sais plus trop, mon binôme est venu dans mon entreprise. Je lui ai présenté mes collègues de travail, le lieu de l'entreprise, notre fonctionnement interne. Je me suis aussi présentée personnellement pour qu'elle soit à l'aise pour s'exprimer, pour parfois évoquer des points de sa vie qui peuvent être difficiles. Oui, voilà, évoquer sa vie privée, parce qu'une vie privée joue aussi dans la recherche d'emploi. Si on a une famille avec des enfants, avec des horaires de garde, il y a des points qu'il faut évoquer, notamment la crèche, l'école, voilà, toutes ces choses qu'on peut se retrouver à évoquer. On a eu une série de rendez-vous. Je crois que c'est à peu près un tous les 15 jours, où on se fixe à chaque fois des objectifs et des points. Et ces objectifs et ces points réguliers sont aussi en lien avec les ateliers que propose Codico aux réfugiés, qui sont des ateliers sur comment pitcher son projet, le CV, enfin ce genre de choses. Voilà. À titre personnel, on voit tout l'impact que ça peut avoir au niveau même pratico-pratique, hein, par rapport aux bénéficiaires, par rapport aux réfugiés. Mais vous, à titre personnel, avec le recul un petit peu que vous avez maintenant, est-ce que vous sentez, vous sentez un changement un peu personnel, une prise de recul sur les enjeux sociétaux en général? Est-ce que ça vraiment a participé à votre évolution aussi personnelle? Parce que c'est aussi important du côté collaborateur. Alors, les enjeux sociétaux, je pense que je les avais déjà, mais ça m'a permis quand même de lever la tête un peu et de relever ma tête, de sortir de mon quotidien à la fois professionnel et personnel, et puis de prendre connaissance concrètement avec avec de l'humain finalement. Ça, oui. La problématique, on en a forcément connaissance et conscience, mais là, on est face à une vraie personne qui a une vraie problématique, qui a vécu des choses compliquées et qui a besoin de se reconstruire et de recréer une vie en France, et ce qui n'est pas évident.
Elle a dû faire des abandons de sa vie privée, de sa vie professionnelle, parfois de son pays, de se dire qu'elle n'y retournera pas. Et ça met un peu de concret. C'est des choses dont j'avais déjà connaissance et conscience, mais ça remet un peu les pieds sur terre. Exactement. Je pense que du côté également de Mathilde et de Maya, avec les retours d'expérience des différents collaborateurs, c'est un petit peu le même genre de retour d'expérience que vous avez, c'est-à-dire prendre du recul sur son parcours, sur sa propre vie, et forcément, c'est forcément enrichissant quelque part pour son parcours après, hein, en tant que collaborateur pur et dur, si j'ose dire. Il y a des choses comme ça de l'ordre du subjectif qui sont très enrichissants aussi pour les collaborateurs Société Générale. Et surtout se rendre compte que chacun a des choses à apporter. Enfin, ça valorise aussi des compétences de l'ordre du soft skill, des choses qu'on n'identifie pas forcément, mais qu'on a à offrir et à transmettre. Et ça, c'est extrêmement riche. Du coup, c'est des expériences qui permettent vraiment de mettre en avant tout ça. Ouais, complètement. Et puis se dire, quelle que soit sa fonction et son niveau dans l'entreprise, on a toujours quelque chose à apporter de toute façon. Tout à fait. C'est pas simplement réservé à des managers ou que sais-je, voilà, tout le monde peut apporter sa petite pierre à quelques moments que ce soit et à quelques niveaux que ce soit à des enjeux comme ça d'intérêt général. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important et qu'on voit, nous, de toute façon, au niveau de toutes les associations accompagnées. C'est dès qu'on rentre dans le concret, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des chantiers énormes à réaliser, à lever, et celui-ci en est un très bel exemple. Sur Strasbourg, sur Maya, peut-être un retour plus spécifique par rapport à l'entité Grand Est, ou ça vient dans le même sens, j'imagine, un petit peu, le retour d'expérience. Ouais. Dans le même sens, hein, et je ne vous cache pas que la plupart des bénévoles qu'on a eus étaient hésitants parce qu'ils se demandent toujours ce qu'ils peuvent apporter. Et en fait, finalement, ils ont découvert un nouveau monde. Ils ont découvert qu'ils pouvaient aider. Donc effectivement, là, j'ai eu des retours de plusieurs personnes. On a eu aussi même des gens qui se sont un peu retrouvés aussi, des gens qui venaient par exemple d'autres pays, pas forcément sur un statut de réfugié, hein, mais qui viennent d'ailleurs et qui, à leur tour, ont envie d'offrir quelque chose à cette personne qui vient d'ailleurs. Donc on a eu plusieurs cas, hein. On a eu des gens qui, on va dire, entre guillemets, sont français, sont ici, et puis se sont dit, tiens, pourquoi je ne découvrirais pas finalement ce monde-là? Et on a eu des gens qui, parce qu'ils viennent d'ailleurs, voulaient aider aussi. Donc c'est vrai que, en tout cas, on a tout le temps eu des gens qui se sont aussi découverts eux-mêmes. Ils ont découvert qu'ils pouvaient donner la confiance à quelqu'un. Ils ont découvert des choses sur eux, sur le métier d'une autre personne, parce que là aussi, moi j'ai été très étonnée, c'est très varié, parce que quand on travaille, moi ça fait 15 ans que je travaille dans la banque, et donc même si je change de métier, je côtoie que des gens dans la banque, et finalement en participant à ces actions-là, on rencontre des gens qui sont dans des univers complètement différents, et finalement ça nous apporte aussi, et donc voilà, donc la plupart effectivement sont très étonnés par eux-mêmes, et ça c'est chouette, quoi. Ouais, et j'ajouterais aussi la dimension plaisir, tout simplement, parce qu'en fait quand la personne qu'on accompagne trouve un boulot ou intégré, c'est top, quoi. Ça fait plaisir, et je pense que c'est aussi des choses qui nous remontent de manière très spontanée. Ça fait partie de la oublier. Voilà, c'est la gratification du mécénat de compétences, et c'est montrer qu'on a été utile à un moment donné, et qu'on a envie finalement de continuer à être utile. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que le taux de réengagement, d'ailleurs, dans le mécénat de compétences, il est au maximum dans la plupart des organisations, parce que quand on commence à s'engager sur ce genre de choses, on continue. On va aborder peut-être, je vais laisser la main, si j'ose dire, à la Société Générale, peut-être arriver à présenter de façon plus concrète le programme Codico, en quoi il consiste et comment il est organisé, notamment pour présenter à tous nos participants un peu comment les choses s'organisent s'ils souhaitent accompagner Codico à terme. Donc, redonner ou laisser la parole à Mathilde ou Maya pour rentrer un peu dans le vif du sujet au niveau des différentes étapes de formation, la mise en place d'un référent, etc. Comment les choses s'organisent de façon très opérationnelle quand demain une entreprise décide d'accompagner Codico, et forcément d'être aussi accompagné par Codico au début en tout cas. Quel est un peu le contenu du programme, et comment vous avez été accompagné, comment vous percevez la chose justement en tant qu'entreprise partenaire. Est-ce que Maya, tu veux expliquer comment ça s'est passé concrètement pour tes promotions à Strasbourg ?
ou... Ouais, après, c'est d'abord, il y a je suppose qu'il y a d'abord un accord national que moi, je connais Tout pas. à fait. Ouais, Voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, que nous, Codico, c'est un partenaire qu'on a identifié parce qu'il entrait dans les axes de la fondation. Donc, on a noué un partenariat financier. Ce partenariat financier, on l'a accompagné d'un volet mécénat de compétences. Et donc là, on a discuté avec l'association du recrutement de nos salariés et de comment ça allait se passer. Et effectivement, ce recrutement en termes de mécénat de compétences, il est organisé. Il est organisé localement. Donc, puisqu'effectivement, donc là, on est dans un contexte un peu différent parce qu'on va fonctionner essentiellement à distance, mais au démarrage, effectivement, il fallait une proximité géographique entre les personnes réfugiées et les personnes qui les accompagnaient. Donc, il était organisé localement et ensuite, localement, il était organisé en promotion. Et donc, nous, on a organisé à Paris le recrutement de promotion parisienne et on a, entre guillemets, délégué à nos interlocuteurs locaux le recrutement des promotions locales. Donc, voilà, je pense que Maya, tu peux peut-être expliquer comment ça s'est déroulé pour votre promotion à Strasbourg et puis Anne peut compléter aussi au niveau des différentes étapes. Après, je ne sais pas aussi, pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans des gros groupes? Est-ce que vous êtes dans des Ouais. structures? Est-ce que, peut-être juste pour savoir un peu. Ou s'il y a des questions. Oui, n'hésitez pas à poser des questions en regard sur le chat notamment. Lise vous y répondra avec plaisir. Ce qui est peut-être important, c'est de montrer aussi le côté réaliste des choses, c'est-à-dire Oui, alors voilà, oui. En termes de réalité, combien de temps ça demande à un collaborateur, quel est le degré d'investissement en fait du collaborateur qui demain veut s'engager avec son management dans un accompagnement Codico. C'est ça peut-être qui est... ouais, déjà, il y a le degré d'engagement, on va dire, du référent, c'est-à-dire que la personne comme moi qui, dans une structure, va essayer de trouver des bénévoles. Donc là, encore une fois, on est très accompagné par Codico. Donc nous, on essaye de faire entre 2-3 ce qu'on appelle sensibilisation. Donc où on invite les collaborateurs pendant 1 heure à découvrir qu'est-ce que c'est l'engagement solidaire au sein de notre entreprise et en savoir plus sur le partenariat Codico. Et là, clairement, Lise prend la main et puis discute avec les collaborateurs intéressés pendant 45 minutes. Donc, nous, on fait des sensibilisations d'1 heure qu'on a fait en présentiel il y a 1 an et qu'on a fait en distanciel cette année. Après, on sensibilise aussi les managers parce que effectivement, la Société Générale permet de s'engager via cette association. C'est un partenariat national, donc nous, on n'a pas à en remettre en cause ça. Par contre, après, chaque manager au sein de son équipe peut se demander, ouais, mais moi, si mon collaborateur, je le laisse 3 jours aller faire du Codico, du coup, est-ce que... Bon, donc le rôle un peu de mon rôle en tant que référent, c'est de dire que c'est d'expliquer que c'est pas parce que tu n'as pas 3 jours de production sur l'année de ce collaborateur qu'en fait finalement il sera pas plus heureux et que comme il est plus heureux et qu'il s'épanouit plus dans ce qu'il fait et qu'il sera reconnaissant de tout ça, il va quand même être meilleur vis-à-vis de toi et même reconnaissant que tu l'aies essayé de faire ça. Donc ça c'est un peu mon rôle. Sincèrement, nous en interne, j'ai eu aucun blocage, j'ai eu aucun manager. Nous non plus au national, on n'a aucun blocage des managers. Mais ils ont besoin. Ils ont besoin d'être rassurés s'il y a Voilà. besoin. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en vrai, des missions de compétences comme celle-là, et nous, on en anime beaucoup avec beaucoup d'associations, c'est des missions qui sont assez fragmentées. Donc, c'est pas non plus un collaborateur qui va partir sur une longue période, etc. C'est un engagement qui va s'articuler totalement de manière très, très fluide avec sa mission professionnelle. Enfin, je pense que tu l'as constaté aussi, Maya, ça n'est jamais venu... Parasité. Oui, en fait, pour moi, la différence, j'étais au siège avant et quand on est au siège, on est dans des bureaux, on n'a pas des clients en face à face tout le temps. Et, effectivement. Mine de rien, ici, à Strasbourg, je suis sur des populations différentes parce qu'il faut savoir que Codico est ouvert à tout le monde. Et elle est ouverte à des cadres, des non-cadres, des gens qui ont des horaires, des gens qui sont au forfait, des gens, c'est tout le monde. Et autant dans le cadre qui est au forfait et qui a l'habitude de gérer son temps, qu'il veuille faire du mécénat de compétences, le manager est tout à fait OK. Autant quand vous allez sur des personnes qui ont des horaires, qui doivent travailler de 9h à 17h33 et que dans ce cadre-là, elles ont le droit d'utiliser 3 jours, c'est nouveau pour elles. C'est assez nouveau. Donc c'est pour ça que nos managers, franchement, ont été très positifs, mais les salariés ont été aussi surpris de pouvoir faire ça.
Et c'est là où, effectivement, on est là un peu pour rassurer. Et après, en fonction Après, moi, ma mission, j'ai envie de dire, elle s'arrête pas là, parce qu'après, je suis de loin. Et après, je fais en sorte que peut-être que le bouche à oreille continue, que 6 mois après, on trouve d'autres personnes, qu'on reconnaisse aussi que ces 11 personnes on fait un super accompagnement et qu'on les remercie de faire vivre l'engagement solidaire au sein de la Société Générale. Donc ça, c'est mon travail. Donc moi, en termes de temps d'investissement, c'est relativement peu. C'est vraiment une mission qui se fait. Et après, chaque collaborateur, Bien sûr. je passerai la main à Anne, chaque collaborateur, nous, on a un peu estimé le temps. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si tu vois ton binôme tous les 15 jours, pendant 2 heures, pendant 6 mois, plus la petite formation de début qui maintenant se fait en deux webinaires de 2 heures ou de 3 heures, je ne sais plus, Lise. 2 fois 4 heures, voilà. Donc 2 fois 4 heures, on a calculé que ça faisait 3 jours. Bon, il se trouve qu'à la Société Générale, on a le droit d'y consacrer 3 jours. Après, il faut savoir que Codico peut aussi faire des événements qui sont en dehors du temps de travail, des événements de clôture. Et donc, il ne faut pas se leurrer, c'est un investissement qui est professionnel pour 3 jours et qui est personnel pour le reste. Chacun a le choix de mettre son curseur où il le souhaite. Anne, je pense que tu pourras nous dire où tu as mis ton curseur, toi. Et après, moi, j'ai eu de tout. J'ai eu des gens aussi qui ont présenté leurs collègues à leur binôme et ça leur a permis aussi d'échanger dans un monde professionnel. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire d'échanger juste avec quelqu'un et de lui présenter un collègue et Bien puis de sûr. faire un métier. Enfin, voilà. Donc après, Anne, Juste une petite parenthèse, on peut même dire que même si la situation est compliquée aujourd'hui, le distanciel favorise finalement des micro-contacts plus réguliers qu'avec du présentiel, puisqu'on peut plus facilement contacter quelqu'un, un binôme justement, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, alors que c'est moins possible en présentiel. Donc je dirais que le côté verre à moitié plein existe aussi avec le distanciel. Oui, il existe. Alors, Oui, Anne. moi, je confirme que ça se cale très très bien dans un emploi du temps. Le rendez-vous, c'est un rendez-vous tous les 15 jours. Parfois, ça a été plus court ou plus long selon les emplois de temps de l'une ou de l'autre. Certains rendez-vous ont duré 3/4 d'heure, 1 heure, d'autres ont duré 2 heures. Mais ça se cale assez facilement dans un emploi du temps. Finalement, on passe un peu moins de temps à la machine à café et on gagne du temps moi, j'ai pas perdu de temps sur mon temps de travail. J'ai pas eu l'impression que c'était pénalisant sur mon temps de travail, sur mon emploi du temps, cet accompagnement. Après, c'est vrai qu'au niveau investissement, c'est une partie du temps qui est sur le temps professionnel, il y a une partie qui est sur le temps personnel. J'ai fait quelques petites recherches à mon niveau, j'ai pris des contacts avec certaines personnes. Ça, c'est pas forcément fait sur mon temps professionnel, mais je pense que les gens, quand ils s'investissent dans ce type d'aventure, c'est pas uniquement pour. Il y a un engagement personnel. Et c'est pas, moi, ça m'a pas posé de problème, en tout cas, de passer du temps à titre privé, à titre perso là-dessus. Bien sûr. De toute façon, toutes les missions de mécénat de compétences, elles débordent, je dirais, naturellement et sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est logique et c'est normal et c'est très bien parce que ça prouve qu'on a envie d'y aller, on a envie de s'engager. Et voilà. Il n'y a pas un compteur qui s'arrête à 18h30 pour arrêter sa mission de mécénat de compétences, bien évidemment. Peut-être du côté association, du côté Elise, revenir un petit peu justement sur les parties un peu programmatiques, sur ce côté un petit peu clé en main qui est important parce que c'est aussi une façon de montrer aux entreprises que les choses sont cadrées, que les choses sont vraiment bien établies et bien construites. Et s'il y a des choses peut-être à rajouter sur cette partie programme d'accompagnement côté asso? Oui, nous, ce qui nous semble essentiel chez Codico, c'est de surtout pas faire une mise en binôme, créer la relation et puis la laisser ensuite s'épanouir ou pas sans qu'on soit au courant ou sans qu'on ait un suivi ou un appui. Donc, on a beaucoup réfléchi et puis on est une jeune association, donc on continue aussi à réfléchir sur quelles sont les ressources qu'on pouvait mettre, nous, à disposition des accompagnateurs tout au long de la promotion pour que s'ils rencontrent une difficulté, qu'ils puissent
être entendus et accompagnés là-dessus, et que même s'ils ne rencontrent pas de difficultés, que nous, on puisse avoir en tout cas un œil bienveillant sur l'évolution du binôme. Donc, dans ce cadre-là, on a parlé du temps fort de formation en démarrage qui se faisait en présentiel, qui se fait maintenant en ligne. Au-delà de ça, on donne rendez-vous ponctuellement, donc avec aussi l'évolution de l'accompagnement en distanciel, on fait évoluer aussi les ressources qu'on peut mettre à disposition des accompagnateurs. Sur la dernière promotion, on a donné 2 rendez-vous aux collectifs, aux accompagnateurs, en présence d'une coach. Parce que la posture d'accompagnement, c'est pas quelque chose qui est forcément facile de s'approprier. Et on peut avoir des questions, et très concrètement, c'était des questions du type, par exemple, moi, je me suis engagée pour accompagner sur l'insertion professionnelle, et en fait, la personne, elle me parle de ses problèmes de logement, mais moi, je ne sais pas du tout comment l'accompagner là-dessus, qu'est-ce que je peux faire. Donc voilà, c'est très, très naturellement nous mettre à disposition, et puis en l'occurrence, là, un coach, pour arriver à répondre et à désamorcer assez rapidement des situations inattendues qui peuvent se produire. Bien sûr. Ensuite, on a, et Anne en a parlé dans son témoignage, une personne qui s'appelle le connecteur, qui est un bénévole de l'association, qui est une personne qui, par son parcours professionnel, a une vision voilà, assez globale, parce que lui-même a été en posture d'accompagnement à un moment, et qui va veiller sur 3 binômes. Donc, c'est veiller sur ces binômes, ça veut dire qu'une fois par mois, il appelle l'accompagnateur, juste pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a une question qui reste en suspens, est-ce qu'il y a une aide qui peut lui être proposée. Et puis, ce référent, il va être aussi là sur le premier rendez-vous, il va être là sur le dernier rendez-vous. Donc, c'est vraiment... on peut le voir soit comme un peu un ange gardien, soit comme la hotline de l'accompagnateur. Mais dans tous les cas, on crée bien, nous, un trinôme à la base. Même si cette troisième personne est beaucoup moins présente, mais en tout cas, elle est là en cas de besoin. Voilà, et puis après, on a des outils. Ouais, si je peux me permettre de compléter, nous, on a eu la chance d'avoir aussi une personne qui s'est portée bénévole pour devenir connecteur au sein de nos collaborateurs. Mais après, en plus, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut avoir accès à un connecteur qui n'est pas forcément de notre entreprise. Donc, nous, quand on accompagne, eh ben, en plus, on est aidé par quelqu'un qui est d'une autre entreprise, qui nous apporte aussi autre chose. On est aidé par Codico, qui nous apporte encore autre chose. Et on découvre un nouvel univers grâce à notre binôme. Donc, je trouve que ça donne accès finalement à une diversité de gens et de compétences. Et ça s'est révélé super intéressant, en tout cas dans les témoignages, dans les retours qu'on a eus, quoi. Ouais. C'est l'aspect un peu décloisonnement et ouverture qui est vraiment intrinsèque au mécénat de compétences, qui est vraiment d'ouvrir des portes, et puis pas d'ouvrir des portes ponctuellement, mais d'ouvrir des portes sur le long terme pour chaque participant. Le temps passe un petit peu vite, donc on va peut-être laisser un petit temps de questions-réponses avec nos participants, s'ils souhaitent avoir des questions très, très concrètes sur comment ça se passe, comment ça se met en place, ou plus généraliste sur le mécénat de compétences. Allez-y, le temps vous est dédié. Je veux bien prendre la main. Donc, Xavier Graff, EDF. Moi, je suis basé à Nancy. Alors, quand vous parlez, donc, côté Société Générale, donc, une promotion, donc, c'est 6 mois. Vous en faites une par an, ou dès que les 6 mois sont finis, vous réattaquez derrière avec une nouvelle promotion? Oui, on essaye d'en faire 2 par an. Enfin, on essaye de trouver des collaborateurs pour... En fait, c'est Codico qui organise 2 promos par an, et nous, on apporte des volontaires 2 fois par an. Ouais. D'accord. Ok, et donc sur 2019, c'était 49 personnes, c'est ça, 49 volontaires de la Société Générale sur l'opération. Au national. J'aurais adoré que ce soit chez nous, mais voilà. C'était au national. Donc moi, effectivement, Maya a la visibilité sur les chiffres de Strasbourg, moi au national, et plus spécifiquement sur Paris, où on a fait 2 promotions l'année dernière. Et là, donc, on a relancé une promotion et on a eu effectivement 3 fois plus de monde. Donc, il faut qu'on discute avec Codico. Ça a effectivement créé un bel engouement. Mais nous, ce qui est très important, c'est que
nous, on respecte le projet associatif de Codico, c'est-à-dire que le mécénat de compétences vient nourrir la manière, enfin, le calendrier, les étapes et l'accompagnement des personnes réfugiées tel qu'il est prévu par Codico. Donc, on est aussi, voilà, c'est pas construit à l'envers. Hein. C'est aussi important de redire que le mécénat de compétences, c'est ça aussi. Donc, en tous les cas, on lance du coup une promotion là, la semaine prochaine à Paris et on espère voir comment on peut en faire démarrer d'autres avec toutes ces personnes qui sont intéressées en interne. D'accord. Et donc, celle que vous commencez donc, sur Paris, avec les conditions sanitaires, vous allez la faire comment? Parce que les binômes, en général, je pense qu'avec les personnes, c'est pas évident de faire ça par correspondance. C'est un vrai point, c'est une vraie question et c'est très bien que vous posiez la question parce qu'effectivement, ça a été nous une consigne interne de manière très claire, même avant le confinement, par rapport à notre engagement et les missions de mécénat de compétences qu'on propose à l'ensemble de nos groupes au niveau national. La consigne a été très claire qu'il était complètement interdit, enfin qu'on arrêtait tout mécénat de compétences qui sollicitait le collaborateur en présentiel. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas du tout le mettre dans une situation de devoir se déplacer ou de devoir accepter des réunions ou du présentiel dans le cadre du mécénat de compétences. Donc on a travaillé avec tous nos partenaires et on a uniquement proposé à nos collaborateurs des missions qui étaient transférables 100% à distance. C'est le cas de Codico, on a discuté avec eux, effectivement on aura exposé cette contrainte interne et c'est le cas de Codico. De toute façon, ça a été un petit peu expérimenté avec les promotions de l'an dernier avec le confinement qui est arrivé en mars. Et effectivement, force a été de constater que la mission est différente, c'est sûr. Mais Codico nous a confirmé qu'au niveau de l'association, ça fonctionnait. Et nous aussi, on a aussi été chercher un retour de la part de nos salariés pour voir si c'était satisfaisant toujours en termes de mécénat de compétences. Et on a eu des retours effectivement positifs qui étaient que voilà, les relations étaient différentes, mais c'est ce que disait un peu Jean-Michel tout à l'heure. Du coup, ça crée un accompagnement qui se construit un peu différemment. Alors, c'est plus exactement des rendez-vous tous les 15 jours assez longs, mais c'est des rendez-vous qui sont un petit peu plus réguliers, plus souvent, qui sont plus courts. On a moins de mal à solliciter hyper ponctuellement la personne. Voilà, la relation prend une tournure un peu différente. Et finalement, c'était pas désagréable, ça fonctionnait pareil. Et en tout cas, nous, les collaborateurs qui étaient engagés et qui ont eu à fonctionner comme ça dans le cadre du confinement, nous ont confirmé qu'on pouvait y aller et qu'on pouvait lancer des promotions 100% à distance parce que c'était satisfaisant. Et surtout aussi, point essentiel, en fait, les personnes accompagnées avaient d'autant plus besoin de ce contact et de cet accompagnement et de cette proximité. Donc effectivement, ça nous a renforcé dans l'idée qu'il fallait qu'on y aille, même avec ce changement d'organisation. D'accord. Bonjour à tous, Jean-Michel. Bonjour à tous, je suis Clément, je suis responsable de l'activité chez Codico et voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste intervenir à ce moment-là et aussi en support à ce que Lise a en partie déjà exposé. Mais effectivement, sur cette question de l'accompagnement à distance, on a aujourd'hui pivoté, disons, c'est-à-dire vraiment retravailler sur un certain nombre de formats, aussi bien sur l'accompagnement collectif que sur les modalités d'accompagnement par le binôme salarié pour pouvoir garantir dans un contexte différent un impact qui probablement n'est pas le même et c'est quelque chose qu'on assume, c'est-à-dire c'est difficile d'accompagner sur des enjeux d'insertion professionnelle déjà en présentiel, donc le défi est peut-être d'autant plus grand à distance. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de créer les conditions les meilleures pour que cet accompagnement puisse se dérouler intégralement sur du distanciel, évidemment avec l'objectif de repasser sur du présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront. En termes d'impact, on a quand même un petit retour d'expérience puisque sur les promotions, par exemple, les promotions qui avaient été lancées mi-juin à septembre, mi-juin à Strasbourg, qui sont des promotions qui sont, disons, en cours de finalisation. Il y a quand même une partie de l'accompagnement qui s'est déjà fait à distance, avec certaines entreprises qui ont déjà pu imposer cette distance dans l'accompagnement. Et en termes d'impact, en fait, on est sur des résultats quasi similaires, si ce n'est aussi bons. Et effectivement, ce que disait Mathilde à l'instant, et je suis très aligné avec ça, on est aussi dans un contexte où les deux parties, c'est-à-dire aussi bien les personnes réfugiées
que les personnes salariées ont un besoin de lien. On se retrouve seul, souvent chez soi, on est assez isolé. Pour les personnes réfugiées, en ce moment, plus que jamais, je veux dire, on a besoin des entreprises et on est ravis d'entendre que nos partenaires le savent, le sentent aussi et nous accompagnent de ce point de vue-là pour pouvoir mettre à disposition des gens qu'on accompagne des dispositifs parce que y a l'enjeu de l'insertion pro, il y a l'enjeu du lien social aussi. Ce sont des gens, des publics qui sont souvent isolés, sujets à l'isolement, qui ont besoin de pratiquer la langue française, qui ont besoin de continuer à progresser malgré le fait qu'ils soient en ce moment chez eux, comme nous toutes et nous tous, enfin, comme la majorité de nous en tout cas. Donc voilà, juste mon message, c'était de dire sur cette question du distanciel, on sait faire. On continue à s'améliorer, mais on sait faire et on a notamment chez Codico une responsable pédagogique, Mathilde, qui travaille aussi en lien avec les équipes sur les différents territoires pour, au fil de l'eau, continuer à améliorer sur la base de retour d'expérience aussi cette expérience du distanciel. Voilà. Après, ce que je me permets juste de rajouter, c'est que Codico est hyper agile. Enfin, nous, à Strasbourg, on a appelé Lise et on lui a dit un jour, bon, moi, Lise, je peux participer, je peux t'envoyer des collaborateurs, mais uniquement si tu leur permets une solution distancielle. Ok, bon, bah d'accord. Et il y a 5 mois, on avait autre chose. Bon, maintenant, on est en confinement, on ne peut pas sortir. Mais il y a 5 mois, on pouvait sortir, mais nous, Société Générale, on avait décidé de ne plus accueillir dans certains locaux. Donc, les accompagnateurs ne pouvaient plus accueillir. Alors, Lise m'a dit, bon, bah, ok, ils peuvent être accueillis et se rencontrer dans les locaux de Codico. Ok, ben voilà, nous, franchement, on a eu vraiment toujours une écoute et on construit ça ensemble et on arrive toujours à trouver quelque chose qui répond à nos mesures sanitaires internes, parce que parfois elles sont un petit peu différentes ou un peu supérieures à celles de la loi en général. Et on a toujours réussi à trouver ça et c'est ça qui est top pour… Sans perdre en professionnalisme, parce que nous, on prépare la réunion de lancement là, pour la nouvelle promotion et c'est tout à fait… Enfin, voilà, ça dessine les mêmes contours que les promotions qu'on puisse lancer en présentiel. Et j'ajoute, et je rebondis sur ce que disait Clément, c'est très important, il nous l'a tous dit, un binôme, c'est pas figé sur 6 mois en fait. Alors certes, là, on est contraint d'organiser la relation différemment, mais ensuite, cette relation, elle existe et ils la feront exister aussi ensuite comme ils veulent, même en dehors du cadre de l'entreprise et nous, des contraintes qu'on impose, nous, dans le cadre du message de compétences. Ça, effectivement, il ne faut pas l'oublier non plus. Nous, en fait, on met à disposition et le collaborateur choisit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met à disposition la possibilité de le faire à distance totalement. Le collaborateur choisit s'il le fait totalement à distance, s'il se sent de faire un présentiel si le contexte le permet. Il choisit de continuer le binôme s'il veut continuer à aider. Enfin voilà, nous, quand je dis nous, c'est l'entreprise et Codico offre un cadre au départ. Et je trouve que ce qui est vraiment chouette dans cette expérience, c'est que finalement, le salarié, il a vraiment une latitude ensuite derrière. Il peut s'investir beaucoup, un peu, juste sur son temps de travail, plus. Et je trouve que, je ne sais pas, Anne, toi, comment tu l'as senti, mais est-ce que c'est ça qui t'a, le fait d'être aussi libre dans ta façon de pouvoir le faire tout en étant dans un cadre, en fait? Oui, si ça avait été contraint avec des horaires spécifiques, ça aurait été plus compliqué par rapport à mon emploi du temps. Le fait d'être libre dans l'organisation était important. Je crois que... On ne prend pas des comptes. On n'a pas demandé à Anne si elle a fait tant d'heures, si elle s'est investie, si son binôme a donné quelque chose. Enfin voilà, et on lui a donné la possibilité on est hyper fiers de ça. Et puis derrière, elle a pris cette possibilité et elle l'a fait elle-même comme elle l'a souhaité. Et je trouve que dans ce partenariat, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on offre cette liberté en fait. Tout à fait. Et je rajouterais une dernière chose, Jean-Michel, très rapidement, mais sur la question de l'impact et de l'objectif de cette mission d'accompagnement, parce que je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui, on est assez clair là-dessus, c'est-à-dire l'objectif du salarié, c'est d'être dans un accompagnement de personnes qui peuvent avoir des niveaux de maturité, des projets qui sont extrêmement divers, et on ne se met pas la pression, et l'objectif n'est pas de se mettre la pression sur le résultat. Il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire à partir du moment où on s'engage, et c'est la force de ce projet aussi, c'est-à-dire on n'est pas sur du mécénat one-shot, on est sur du mécénat moyen terme, donc on est en capacité de mesurer l'impact qu'on a, mais on dit aux personnes salariées, voilà, vous n'êtes pas des spécialistes de l'accompagnement, l'objectif c'est de passer un temps auprès de ces personnes-là, auprès de ce binôme, de cette personne réfugiée, pour l'aider dans ce chemin vers la recherche d'emploi ou de formation. Au bout de 6 mois, tout le monde ne sera pas arrivé au bout du chemin, mais ce n'est pas grave. Tout à fait.
Martial, je crois, Martial Deboeuf voulait intervenir. Oui, Martial Deboeuf, je suis président de CERU Ingénierie à Strasbourg, qui est une société d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics. Je voulais savoir s'il est nécessaire que l'accompagnant que le domaine de compétence de l'accompagnant soit en corrélation avec celui du réfugié. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est ingénieur en bâtiment peut accompagner un dentiste? Alors moi, je vais prendre la parole. La personne que j'ai accompagnée n'était pas du tout dans le même domaine de compétences que moi. Du coup, ça n'a pas du tout été quelque chose de bloquant. Ça m'a demandé un peu d'investissement pour découvrir ses compétences et rechercher avec elle les entreprises avec lesquelles elle pourrait, enfin les entreprises où elle pourrait postuler, rechercher éventuellement des missions, enfin une sorte d'insertion en entreprise. On a fait un travail là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit bloquant. Il faut juste être un peu ouvert et puis éventuellement faire marcher son réseau quand on en a un. Et c'est jamais le cas. Enfin, moi, je confirme aussi qu'au niveau du message, je pense que c'est Codico qui pourra plus peut-être répondre, mais effectivement, nous, il n'y a jamais eu de difficulté de cet ordre-là. Ok. On considère ce critère-là, bien sûr, au moment de la mise en binôme, proximité de métier ou proximité de secteur d'activité, et ça va être le premier critère de mise en binôme. Donc, il y a quelques binômes évidents qui émergent. En ce moment, on a quelqu'un de chez Vinci Construction qui est avec un conducteur de travaux syrien, par exemple. Bon, il y avait une évidence. Mais après, on s'est rendu compte aussi au fil de ces 4 années d'expérience que ce n'est pas cette proximité-là qui va faire forcément la réussite du binôme. Que ça peut très bien fonctionner, comme vient d'en témoigner Anne, entre une juriste contentieux et une traductrice. Et que ce qui va faire la réussite du binôme, c'est l'affinité qui va se créer dans cette relation, d'une part, et l'énergie et la motivation que chacun va avoir à investir dans ce projet professionnel. Voilà. Et parfois, il y en a qui veulent aussi remettre en cause leur projet professionnel et leur orientation. Et dans ce cas-là, du coup, même le métier qu'ils avaient avant, finalement, se retrouve changé. Donc finalement, le métier de la personne qui les accompagne a moins d'importance. Complètement. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les... Oui, moi j'ai une question encore. Codico, là, vous êtes implanté sur Strasbourg. Est-ce qu'il faut être obligatoirement dans le rayon de Strasbourg pour rentrer dans l'opération, ou est-ce que si on est sur Nancy ou sur Metz, ça pose pas de problème? Et puis côté Société Générale, est-ce que tous les collaborateurs de Strasbourg sont sur Strasbourg, ou ils sont dans des patelins ou aux alentours? Alors aujourd'hui, nous on parle du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg pour s'engager. Parce qu'on a aussi quand même un bon espoir que cette situation sanitaire, en tout cas au moment où elle prendra fin, que l'accompagnement en présentiel pourra être privilégié, même si ça laissera forcément des traces, mais qui peuvent être aussi des opportunités, et qu'il y aura peut-être un mixte accompagnement présentiel-distanciel, mais dans cette relation-là, ça nous semble important qu'il y ait la possibilité d'une rencontre. L'autre critère, c'est le fait c'est l'aspect réseau. Pour trouver un travail, c'est plus simple de vivre, de partager un même territoire pour cette notion de réseau. Donc, on privilégie vraiment des collaborateurs qui habitent, alors pas forcément sur Strasbourg même, voilà, dans les alentours. Le critère que nous, on va avoir, c'est un critère d'accessibilité. En temps normal, les rendez-vous ont lieu et Maya le partageait sur le lieu de travail de l'entreprise, du salarié. C'est important pour nous parce que c'est une appropriation des codes aussi, pouvoir rentrer dans l'entreprise. Et donc, il faut que les personnes réfugiées qui, elles, habitent majoritairement sur le territoire de l'Eurométropole, parce qu'on travaille avec des associations qui sont situées à cet endroit-là, puissent y accéder. En train plus pied, en train plus bus, il faut juste que ça reste raisonnable. D'accord. Nous, c'est vrai qu'il y a un an, quand on a commencé, la question ne se posait pas. On a cherché que des personnes qui travaillaient ou qui habitaient pas loin de Strasbourg.
Mais maintenant, avec le distanciel, la question se pose, d'ouvrir un peu plus en fait. Donc on se la pose en ce moment. Justement, on échange avec Codico sur est-ce qu'on permet plus largement, parce que moi, j'ouvrais cette possibilité aux 200 salariés autour de Strasbourg, mais je suis en contact avec 1200 salariés sur le Grand Est, dont Nancy, la Lorraine et autres. Et ce que je leur propose aussi, c'est une des questions qu'on va peut-être trancher là. D'accord. Okay. C'est d'ailleurs la question que se pose la plupart des associations aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de pouvoir intervenir. Nous, on a par exemple des consultants dans le digital qui accompagnent des associations en Corse, alors qu'ils sont basés en Île-de-France, parce que voilà, on peut se le permettre d'abord par rapport au contenu d'émission et par rapport au fait qu'il n'y a pas le choix non plus. Voilà, il faut qu'on avance tous et qu'il faut qu'on fasse avec les outils qui nous sont proposés. Donc, ça va permettre, je pense, d'ouvrir aussi pas mal de portes et d'opportunités, voilà, à la fois d'être sur le territoire en termes, quand c'est possible, et puis aussi d'ouvrir un petit peu au-delà quand on peut le faire. S'il y a d'autres questions, ou voilà, Lise, bien sûr. Alors, c'est pas une question, mais j'ai deux petites infos que je voulais, parce que je vois qu'on s'approche de la fin, faire passer. C'est d'une part, là, on a eu le témoignage d'une de nos entreprises partenaires, qui est la Société Générale, avec la description de son partenariat. C'est une grande entreprise avec une envergure nationale, avec une fondation d'entreprise. Mathilde était là à ce titre. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que Codico, c'est pas un programme qui est réservé aux grandes entreprises. On souhaite, au contraire, pouvoir avoir une diversité dans nos partenaires entreprises, vraiment de la toute petite entreprise à la très grande. Et que plus il y aura de diversité en termes de taille et de secteur d'activité, plus nous, on pourra faire justement des mises en binôme qui seront pertinentes, intéressantes. Donc voilà, c'est pas un programme qui est réservé, et nous, on s'adapte aussi en termes notamment de participation financière à la taille du partenaire qu'on va avoir en face. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, là, je l'adresse plus en tant que chef de projet opérationnel avec une promotion numéro 3 qui est lancée au milieu du mois de novembre. C'est qu'on est toujours à la recherche d'accompagnateurs pour cette promotion qui va être lancée. Et que si parmi vous, ce matin, qui nous écoutez, il y a l'un ou l'autre qui sera intéressé par vous tester sur ce rôle d'accompagnateur, et ben c'est encore tout à fait possible. Voilà. Appel à candidature. Ben écoutez, merci beaucoup. C'était très riche, c'était très concret, et ça c'est important parce que le mécénat de compétences, c'est avant tout une démarche concrète et pragmatique. Et puis encore chapeau à Codico, parce qu'encore une fois, pour une association qui est aussi récente, arriver déjà à ce genre de résultats, c'est balèze, voilà. Expression un peu désuète, mais réelle. Donc, longue vie, encore une fois, à Codico, longue vie sur le territoire de Strasbourg et sur le Grand Est en général. Et puis, nous, de toute façon, on va faire vivre ce petit webinar, on l'a enregistré, donc on va le remonter derrière, et puis on vous transmettra éventuellement le contenu de la vidéo quand il sera prêt. Si vous souhaitez le diffuser dans votre écosystème à vous, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers Codico ou la Société Générale d'ailleurs pour avoir des compléments d'information. Tout le monde est là pour vous accompagner après ce webinaire. Et encore mille merci à tout le monde d'avoir participé, mille merci d'avoir témoigné de façon concrète encore une fois. Et j'espère en tout cas à très bientôt au travers du mécénat de compétences avec Codico et en général avec du mécénat de compétences dans votre escarcelle. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Codico surtout pour nous permettre d'avoir monté cette opération qui a un grand succès aussi en interne. Merci. Société Générale. Merci à vous. Bonne journée. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Merci.